bonsoir. Vous m'entendez bien? Ça va? Eh bien, d'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir. On est vraiment heureux de vous voir ici. Je fais juste une petite parenthèse, mais c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir qu'il y a du monde et que les gens reviennent aussi concrètement sur place et pas seulement derrière les écrans d'ordinateur. Donc voilà. En fait, voilà, donc c'est la première rencontre de ce cycle de conférences qui va durer toute l'année. Là, ce soir, on avait décidé de revenir sur l'idée que la Bretagne, c'est une région qui a surtout été connue pendant longtemps comme une terre d'émigration, donc une terre que l'on quittait, une terre d'où l'on s'en allait. Et c'est une région qui était moins connue, ou plus tardivement connue, pour être une terre aussi où l'on est arrivé, où l'on arrive toujours. C'est pour ça qu'on a souhaité titrer cette première conférence comme Bretagne, terre d'accueil. Et on souhaitait aussi, à travers ce prisme, comprendre les empreintes durables de l'immigration qui sont laissées dans l'histoire ancienne et récente de la région. Alors, je vais vous présenter mes invités. Donc, pour en parler, Anne Morillon et Omar Taleb. Donc, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, Anne Morillon, vous êtes sociologue, membre du collectif Topic. Vous êtes aujourd'hui également juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Vous aviez notamment co-signé un ouvrage avec Angelina Etiamble en 2011 qui s'appelle « Histoire de l'immigration en Bretagne ». Donc, c'est celui-là. C'est ça, si vous le connaissez peut-être. Et puis, vous aviez également été co-commissaire d'une exposition au musée de Bretagne à Rennes sur les migrations. Si je ne me trompe pas, c'était en 2013. Oui, 2013. Voilà. Omar Taleb, vous êtes né en Algérie. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 2 ans. Vous avez été médecin à Lorient durant de nombreuses années. Vous y avez créé en 2009 le festival Les Lorientales, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. Je vois des têtes qui opinent du chef. Voilà. Et vous avez signé en 2020 un ouvrage, vous aussi, alors là, chez Groix Éditions, qui s'appelle « Quand l'Orient ' l'Orient ». Vous allez pouvoir nous en dire plus tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais donner la parole à mes invités pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, je laisserai du temps à vous, public, pour soit réagir aux propos de nos invités, ou bien entendu, pour leur poser des questions, pour préciser un des aspects si vous le souhaitez. Voilà. Si cela vous convient, je crois que c'est tout. Eh bien, Anne Morillon, je commence par vous. Pourrions-nous dire que longtemps, donc, la Bretagne a un peu ignoré son passé de région d'immigration? Certains lieux, par exemple, gardent-ils les traces de cette histoire méconnue? Alors, pour répondre à cette question, vous m'entendez bien? Non. Il faut peut-être que vous mettiez votre micro. Voilà. Est-ce que là, c'est bien? Non. C'est pas bien. On va monter. Est-ce que cela marche? Cela marche. Voilà, pour commencer. Super, merci. Bon, ça va être plus facile. C'est bon pour vous? Voilà. Oui, donc pour répondre à cette question, qui n'est pas une question très, très simple, en fait, je pense qu'il faut raisonner à plusieurs échelles. D'abord, peut-être à l'échelle de l'État français, et dire qu'il y a un enjeu finalement majeur de reconnaissance de la place et des contributions de l'immigration à la société française. Alors, contributions démographiques, culturelles, économiques, sociales, architecturales, politiques, économiques, artistiques, etc., etc. Des contributions dont on est plus ou moins conscient d'ailleurs. Et pour reprendre les termes du musée de l'histoire de l'immigration, donc vous connaissez peut-être l'existence du musée de l'histoire de l'immigration à Paris, qui a été inauguré 7 ans après avoir ouvert ses portes. C'est significatif probablement de la manière dont on regarde l'immigration en France. En tous les cas, le musée de l'histoire de l'immigration dit « Notre histoire est leur histoire, et leur histoire est notre histoire ». Autrement dit, faire l'histoire de l'immigration, c'est pleinement contribuer à faire l'histoire de la société française. Donc il s'agit en fait de modifier le regard porté sur la nation par une reconnaissance de l'immigration. Et là, je fais référence aux travaux pionniers de l'historien Gérard Noiriel, qui est bien connu et qui est finalement l'un des premiers à avoir travaillé sur justement la question de la reconnaissance de l'immigration en France, de l'histoire de l'immigration. Alors pour la petite histoire, lui, il s'apprêtait à faire une thèse, je dirais, classique finalement, en histoire ouvrière,
thèse qu'il a située dans les anciens bassins sidérurgiques de Longwy, dans l'est de la France. Et en fait, il s'est aperçu, et travaillait sur la mémoire ouvrière, il s'est aperçu il y avait beaucoup de noms en fait de familles à consonance italienne, polonaise, russe, etc., algérienne. Et il s'est intéressé. Alors, il a regardé l'histoire ouvrière, mais sous l'angle de l'histoire de l'immigration. Et c'est finalement le premier à avoir travaillé sur ce sujet-là pour une thèse qui est relativement risquée finalement au regard de l'historiographie de l'époque. Mmh. Et justement, à travers sa thèse, il montre comment l'histoire de l'immigration est en fait l'angle mort de l'histoire nationale. Et il révèle toute l'importance en fait de ce travail de reconnaissance. Alors, à l'échelle... Ah bon, je pourrais avoir... Je parle pas assez fort. Ça va, vous entendez? Ça paraît, j'ai oublié. Alors peut-être essayez de mettre votre micro un petit peu plus près. Donc à l'échelle de la Bretagne, cette fois, finalement, l'enjeu il est à la fois similaire et différent. Les cultures et langues de Bretagne ayant elles-mêmes finalement fait l'objet de minorisation et d'invisibilisation. La lutte pour la reconnaissance s'est focalisée là-dessus au départ. Mais il me semble que pour finalement être complète, cette reconnaissance, elle doit, il me semble, passer justement par la reconnaissance des héritages culturels, des langues plurielles, etc., qui composent la Bretagne. Et donc, effectivement, à travers les traces laissées dans le paysage, alors quand je parle de traces, c'est pas seulement les traces architecturales, mais là, par exemple, on a un exemple de la famille Odorico, bon, qui est, je pense que on ne la présente plus, mais enfin j'en dis quelques mots quand même, parce que donc ce sont des artistes italiens, enfin des artisans, mais c'est vrai qu'ils acquis un certain niveau finalement de reconnaissance artistique, des artistes italiens spécialisés donc dans la mosaïque. Ils sont originaires en fait d'Italie du Nord et d'un village, Sequals, alors je suis pas sûre de bien prononcer, mais qui était déjà en fait connu pour finalement sa tradition de mosaïque. Et donc cette famille, les frères, partent en France en 1870. Donc vous voyez, c'est une histoire ancienne, pour d'abord participer au chantier de l'Opéra Garnier à Paris. Puis après, ils s'installent à Tours et ils viennent s'installer à Rennes en 1882 avec leur famille. Et donc, en fait, ils ont importé en Bretagne une technique venue de leur pays, même de leur village d'origine. Alors là, je suis pas une technicienne, mais il s'agit de la pose par inversion sur plaque réalisée en atelier. Donc c'est très spécifique, c'est un savoir-faire très particulier. Donc ils réalisent des décors de sol, des paillassons, des entrées de maisons, des devantures de magasins, etc., etc. Et c'est vrai que si on regarde certaines villes de Bretagne, on s'aperçoit, si on porte notre attention là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre effectivement de mosaïques Odorico et qui sont vraiment issues de cette immigration italienne de la fin du 19e siècle. Alors il y a les frères, enfin les enfants qui ont pris la suite. Enfin bon, je vais pas raconter toute l'histoire Odorico, mais au passage, le musée de Bretagne avait consacré une exposition en 2009-2010 justement sur la famille Odorico. Donc on retrouve des traces de tout ça sur leur site. Alors, il y a aussi, c'est un aspect qu'on avait travaillé. Enfin, je reviendrai sur le contexte de notre étude, mais plus tard. Mais il y a un aspect qu'on avait travaillé, c'est justement sur les artistes étrangers en Bretagne. Alors, écrivains, artistes, réfugiés aussi étrangers en Bretagne. Et là, je vous cite le travail de Claude Gélin et Jacqueline Saint-Clivier. Ils disent ceci: dans les années 1820-1830, la Bretagne connaît une affluence de voyageurs, écrivains et artistes étrangers à la recherche d'un, entre guillemets, exotisme, particulièrement en Basse-Bretagne, où, je cite, l'usage du breton et la variété des costumes locaux ajoutent encore à l'insolite et au dépaysement. Donc en fait, ils viennent, ces artistes étrangers, chercher finalement. Alors, on évoquait tout à l'heure la thématique du cycle de conférences de l'année dernière, sur cette idée d'exotisme et d'authenticité aussi dans la Basse-Bretagne. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Au passage, je citerai, je trouve ça intéressant de dire que les femmes ne sont pas en reste, parce que souvent, quand on pense immigration,
implicitement, peut-être sans y réfléchir, on pense aux travailleurs, aux hommes. Et en fait, il y a aussi, par exemple, pour le cas des artistes, des femmes qui sont venues en Bretagne. Alors, il y a un ouvrage collectif consacré, en fait, aux femmes artistes en Bretagne, et un article en particulier de Jean-Marc Michaud qui, en fait, va recenser en tout 76 artistes étrangères dans ce travail de recherche sur les artistes femmes en Bretagne. On a aussi, alors là, dans un autre registre, vous savez, peut-être la Bretagne a un grand passé minier, avec l'exploitation de granit de degrés roses, d'ardoise et de mines de charbon et mines de fer. Et en fait, les archives, elles vont témoigner aussi de la présence d'étrangers dans ces carrières, dans l'entre-deux-guerres. Donc dans les années 20, on dénombre 865 Italiens, 604 hommes et 140 femmes et 121 enfants, donc sont recensés dans les côtes du Nord, et ils ont particulièrement rejoint la main-d'œuvre en fait qui ont travaillé dans les carrières de granit à Dinan-Erquy ou à Plérel ou Fréhel, puisque maintenant depuis je sais plus l'année, mais 2010 je crois, non plus tôt. Bref, ça s'appelle Fréhel alors que ça s'appelait Plérel avant. On peut un petit peu, voilà, c'est depuis 73, que dis-je. C'est beaucoup. Voilà. Et donc on a aussi, alors là j'ai pris une photographie qui est conservée aux archives municipales de Brest, et c'est la piscine de Cortellari, donc qui est un architecte d'origine italienne. Alors c'est pas lui qui a immigré, mais c'est son père, et qui est particulièrement connu pour avoir participé à la reconstruction de Brest après la Seconde Guerre mondiale. Alors là, en clin d'œil à BCD, j'ai repris, j'ai fait une capture d'écran d'une notice en fait réalisée, sur Bretagne, voilà, et donc qui donne à voir la piscine en fait, une des piscines de Brest. Alors bon, on a aussi le pont d'Armor qui a été en partie construit par des Portugais, de même que le barrage de Groix, qui ça parlera au Lorientais. Oui, voilà, qui parle au Lorientais, le barrage de Groix. Et donc pour la petite histoire, il y a eu un film, alors, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Moradores, qui a été réalisé en 2007 par la documentariste Jeanne Dressen, et qui justement porte sur l'arrivée de travailleurs portugais à Groix, et qui ont fait souche, puisque si vous vous baladez, ça doit vous arriver de temps en temps, à Groix, si vous regardez, il y a plein de noms à consonance portugaise, et en particulier, ça ne vous étonnera pas, dans le domaine, dans l'artisanat et le bâtiment. On consacrera d'ailleurs probablement une autre conférence en partie sur les Portugais, l'arrivée portugaise en Bretagne, dont ici. Voilà, ça vous donne. Et puis, pour terminer, il y a juste une référence au quartier du Blône, à Rennes. Quartier du Blône qui a une grosse dizaine d'années a mis à se construire, et notamment par la contribution des travailleurs portugais et marocains. Et en fait, la construction du quartier du Blône à Rennes est pour beaucoup dans l'augmentation des effectifs en fait de travailleurs étrangers, portugais et marocains, qui sont venus s'installer à Rennes pour cette raison-là, et puis qui ont d'ailleurs, pour la petite histoire, été les premiers à occuper ces logements en fait, qu'ils ont eux-mêmes construits pendant plusieurs années. Voilà, donc ce quartier est bien connu pour ayant été pour partie construit par les travailleurs immigrés, notamment portugais et marocains. Merci beaucoup pour cette présentation un peu, voilà, on a fait un petit tour de Bretagne qui était plutôt instructif. Avant de passer, Anne Morillon, sur le pourquoi du livre que vous aviez réalisé en 2013, je voulais vous donner la parole aussi Omar Taleb.
Vous avez donc écrit, vous aussi, un ouvrage plus récent, là, juste en 2020, qui raconte en partie votre histoire, mais aussi celle d'autres personnes d'origine étrangère en Bretagne. Pourquoi vous vous étiez lancé dans cette démarche qui pourrait être introspective, mais pas seulement? Elle n'est pas introspective. Hein. Donc, j'ai créé cette association il y a une dizaine d'années, en 2009. Hein. Et pour les 10 ans, beaucoup d'associations qui organisent des événements festifs, culturels, ont l'habitude d'étoffer cette 10e édition en faisant des concerts plus nombreux. Attendez, il y a juste un problème du micro. Ah, peut-être que vous allez encore... Je pense que vous allez peut-être vous passer le micro, si ça vous ennuie pas. Voilà. Et peut-être, voilà, donc faire un événement un peu plus important. Mais donc avec... au bout de 10 ans, je voyais comment on organisait tout ça. Je me dis, mais si je refais la même chose, mais en un peu plus cossu, quelle trace va-t-il rester? Alors, je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre? Parce que le livre, celui-là a été écrit il y a 2 ans et on en parle encore. Et il a encore un avenir, on en parlera plus tard. Et donc, je voulais rendre hommage à la part orientale de la ville de Lorient. Voilà, c'était l'objectif, parce que tout le monde, beaucoup de gens associent Lorient à la Compagnie des Indes orientales. Mais en fait, Lorient a une histoire également avec le Maghreb, et donc j'ai développé dans cet ouvrage ces histoires. Et notamment, j'ai regroupé des témoignages, et notamment un témoignage un Marocain qui est venu pendant les 30 Glorieuses et qui a travaillé dans le bâtiment et qui a participé à la construction de la clinique du Terre, aux HLM de Kerfréour. J'ai parlé également donc de femmes également maghrébines qui sont venues faire leurs études ici et qui se sont implantées finalement et qui sont restées sur l'Orient. Mais j'ai parlé également de Bretons qui sont partis en Tunisie, en Algérie, pour travailler dans les arsenaux. Et donc c'est ces histoires de Bretons voyageurs et d'immigrés. Donc voilà. Et donc là, ça c'est qu'une partie de l'ouvrage. Après des recettes de cuisine et autres. Mais il y a aussi, il y a beaucoup de gens qui ignorent que Lorient a été une escale également pour les vins d'Algérie. Et beaucoup de vins d'Algérie donc venaient d'abord sur Bordeaux, Nantes, mais Lorient était une escale avec ça a contribué au développement de Cargroise et des Pinardiers. Et pour la petite histoire également, donc quand on parlait de reconstruction de Brest tout à l'heure, et dans la besace des ouvriers qui travaillaient à la construction, il y avait du vin d'Algérie. Voilà. Et ils voulaient de ce vin-là et pas de la piquette du Languedoc et de la région PACA qui titrait à 10 degrés et qui brûlait l'estomac, alors que celui-là n'était qu'un velours. Voilà. D'ailleurs, dans votre livre, vous écrivez « Vivre son plus long parcours de vie ». Je rappelle simplement que vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas arrivé à Lorient tout petit, vous êtes d'abord arrivé à Argenteuil, vous avez ensuite été médecin, toute votre carrière, vous l'avez faite à Lorient, si je ne me trompe pas. Et dans votre livre, vous écrivez « Vivre son plus long parcours de vie à Lorient pour un oriental, quoi de plus évident ?» Et j'ai trouvé que c'était une belle phrase qui en dit beaucoup sur votre ville d'adoption. Il y a vraiment quelque chose, un lien qui s'est créé rapidement et vous y avez retrouvé ou peut-être trouvé quelque chose qui vous correspondait? Tout à fait. La première fois que j'ai foulé les trottoirs de Lorient, c'était pour venir à l'hôpital Baudéliot pour me présenter au patron qui allait m'embaucher. Et quand j'ai découvert cette ville, j'ai trouvé une ville qui paraissait très très austère, très très grise, triste un peu. Mais en fait, moi qui suis algérien et du Sud, la plupart des gens qui viennent du Sud, quand ils ont la retraite, ils disent bon, moi je retourne dans le Sud, je retourne au soleil. Non, moi je veux pas quitter l'Orient. Et je trouve que l'Orient a je pense comme Brest, mais je connais pas Brest, je connais pas Saint-Lô, je connais pas Le Havre, mais toutes les villes qui ont été reconstruites, toutes les familles, tous les gens qui ont vécu ces événements, qui ont vécu dans ces baraques, ils se sont soudés. Il y a une solidarité, il y a une vie associative qui s'est créée,
et donc ça déteint actuel sur cette ville et grâce à cette solidarité, ces associations qui sont très très nombreuses, il se passe quelque chose dans cette ville, il y a un underground, comme on dit. Quand on la voit, elle est paraît austère, mais quand on regarde en dessous, c'est une ville phénoménale. Voilà. Très bien. Je reviens à vous, Anne Morillon, pour reparler du premier... Ah oui, le micro. Du livre que vous aviez écrit, donc Histoire de l'immigration en Bretagne. En fait, est-ce que c'était en fait une forme de manque que vous aviez voulu combler à travers la réalisation de cet ouvrage en 2011? Alors c'est toute une histoire en fait. Cet ouvrage, c'est le résultat en fait d'un travail qui a été initié en 2006 suite en fait à un appel à projet à l'époque. Alors c'était même pas encore ouvert, c'était une préfiguration de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Je vous ai parlé tout à l'heure du Musée national de l'immigration. Il est devenu musée en 2014 et il a ouvert ses portes en 2007. Et on parlait à l'époque de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Donc il y a eu des appels à projets de recherche en fait sur l'histoire, les histoires régionales de l'immigration, et non plus avec une approche nationale qui évidemment fausse les choses. Et donc c'est un appel à projet donc de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, et c'est financé parce qu'il y a des gros financements par l'Agence nationale de cohésion sociale et pour l'égalité, je crois. L'égalité des chances, voilà, et qui n'existe plus, malheureusement, parce qu'elle était porteuse de ce type de projet. Et donc, voilà, des appels à projets, des appels à études, et nous, en fait, avec ma collègue Angelina Etienne, avec laquelle j'ai écrit ce livre, et avec deux collègues historiens, parce que vous aurez noté que je ne suis pas historienne, deux collègues historiens, Delphine Follier et Patrick Veglia, de l'association Générique. Alors l'association Générique, c'est pareil, il faudra en faire toute une histoire, mais elle n'existe plus malheureusement, et elle était également une association pionnière dans la mémoire de l'immigration en France et en Europe. Et donc on a répondu à cet appel à projet et on a été retenu pour mener ce travail. Alors c'est la première fois en fait que ce travail était mené. Oui, en tout cas, c'est le premier livre. D'une certaine manière, sûrement. Alors après, je parlerai des sources. On évoquera ce point tout à l'heure, mais l'idée aussi, à travers cet appel à projet, c'était aussi de venir alimenter l'exposition permanente du futur musée de l'histoire de l'immigration, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il y a une sorte d'angle mort de l'histoire du récit national. Il fallait le combler en fait en menant ce travail de recherche qui n'avait pas été complètement fait, et loin s'en faut au moment de l'ouverture, enfin de la préfiguration de ce musée de l'histoire de l'immigration. Donc il s'agit d'alimenter les connaissances, et puis il s'agit aussi cette démarche, elle s'ancre aussi dans un mouvement peut-être plus profond, qui consiste aussi à travailler sur la manière de lutter contre les discriminations, c'est-à-dire en changeant le regard en fait sur les immigrés et l'immigration. Donc en fait, ce travail sur l'histoire et la mémoire de l'immigration, elle participe de ce mouvement de lutte contre les discriminations. Alors ça paraît peut-être pas évident dit comme ça, mais en fait à travers vous savez sans doute que la lutte contre les discriminations, ça passe en partie par travailler sur les stéréotypes, les représentations, les préjugés, et justement regarder les immigrés comme ayant contribué à l'histoire de France, et ce depuis longtemps, puisque les historiens disent que la France est un pays d'immigration depuis le milieu du 19e siècle. Et donc j'ai parlé des travaux très pionniers de Gérard Noiriel, mais ils sont très tardif par rapport à ce phénomène-là. Donc il y a un problème quand même majeur, on y reviendra probablement, de cécité ou d'aveuglement, d'invisibilisation, je ne sais pas. Et voilà, donc il s'agit aussi de participer à ce processus de lutte contre les discriminations liées à l'origine, parce qu'il y a d'autres motifs de discrimination. Et je précise que il y avait donc dans le courant des années 2000 un consensus, même on peut le dire, entre sur cette importance de la reconnaissance en fait de cette histoire et mémoire de l'immigration, un consensus politique. Alors j'exclus de mon propos évidemment le Front National,
qui à l'époque, évidemment, comme aujourd'hui et par le passé, n'a pas un regard positif sur l'immigration. Mais effectivement, les partis de droite et de gauche réfléchissaient, en tous les cas, enfin les gouvernements de droite et de gauche réfléchissaient tous deux, en fait, à la création d'un lieu de mémoire dédié à l'immigration. Il y a eu je voudrais juste de citer 2 rapports. Vous savez qu'on procède souvent comme ça en France. On va interroger des chercheurs, des hauts fonctionnaires pour réfléchir à un sujet. Il y a eu un premier rapport publié en 2001 par Driss El-Yazami, qui était l'ancien directeur général de Généris. Qu'est-ce que j'ai dit ? Générique, pardon. Et Schwartz, El-Yazami et Schwartz, qui ont tous les deux contribué à ce rapport, et un autre plus tard par Toubon, Jacques Toubon, que vous connaissez certainement, puisqu'il a eu une carrière politique importante, et qui jusqu'à il y a très peu de temps, était président en fait du Musée national de l'histoire de l'immigration. Et donc ces deux, alors voilà, El-Yazami Schwartz était plutôt une commande d'un gouvernement de gauche et Toubon d'un gouvernement de droite. Bon, c'est pas un scoop. Et en fait, ces 2 rapports réfléchissaient finalement à la manière dont on pourrait présenter ce lieu de mémoire, les conditions de faisabilité, etc. Et ça, c'est intéressant de le relever pour une fois. Alors après, je suis pas en train de vous dire que le regard sur l'immigration aujourd'hui a radicalement changé. Enfin, on voit comment l'immigration continue d'être un sujet politique devenu, je dirais malheureusement majeur dans le débat public aujourd'hui. Mais en tous les cas, dans le contexte des années 2000, qui étaient des années assez riches de ce point de vue-là, eh bien, il y avait un consensus. On se disait qu'on ne pouvait pas continuer finalement à ignorer ce passé-là de la France et puis des régions en France, dont évidemment la Bretagne. Mais justement, pour travailler sur la matière de la Bretagne, l'immigration en Bretagne, sur quel type d'archives vous avez pu... donc je disais que c'était un travail assez inédit, même s'il y avait eu bien sûr des petites études, des études à droite à gauche. Sur quel type d'archives vous aviez travaillé pour construire finalement cette histoire ? On a travaillé sur... comme je dirais, alors moi, encore une fois, je rappelle que je ne suis pas historienne, mais on a travaillé avec des historiens à partir d'archives publiques, bien entendu. Alors, juste, je voudrais refaire la pub et la promotion, malheureusement, de cette association qui n'existe plus, Générique, qui en fait a fait un travail extraordinaire de valorisation et de recension des sources en fait de l'immigration dans les archives publiques notamment. Et donc, ils avaient déjà travaillé pour le cas, un peu partout en France, à recenser les sources, et notamment pour la Bretagne, ils ont fait un gros travail sur la période 1800-1962, et à l'occasion en fait de l'étude qu'on a menée ensemble, ils ont pu continuer à recenser les sources d'archives publiques après 1962. Alors le problème des archives publiques, c'est qu'elles constituent un biais en fait assez important sur la manière dont finalement on va traiter la question des étrangers, puisque c'est finalement à travers l'appareil d'État, la police, la justice, les activités privées ou publiques des étrangers que on abordait finalement l'histoire de l'immigration. Donc, il manquait un peu les archives privées. Il manquait cette autre matière qui est importante, que sont les archives privées détenues par les associations, les entreprises, les syndicats, puisque vous le savez, l'immigration est en partie, pas seulement, mais en partie liée à aussi l'histoire ouvrière, l'histoire sociale de la France. Et donc, s'ouvrir à des archives privées, ils ont fait aussi ce travail-là de recension des sources. Il s'agissait aussi, parce qu'il y avait des objectifs, je dirais, secondaires dans ce travail de recherche, c'était aussi d'encourager les dépôts d'archives des associations nombreuses en Bretagne qui, de près ou de loin, se sont intéressées à l'immigration. Et puis, il faut aussi citer, Anna, vous l'avez dit à l'instant, il y avait une multitude de ce qu'on appelle la littérature grise, des mémoires, des thèses, des articles, des contributions diverses et variées, des rapports d'enquête, de recherche, etc. Et en fait, le récit historique finalement de ce livre est essentiellement quand même, pour je dirais les 3/4, repose sur cette littérature grise qu'on a compulsé, qu'on a digéré, qu'on a évidemment cité, puisque c'est un travail essentiel en sciences humaines et sociales, c'est vraiment de partir de sources, qu'elles soient historiographiques ou issues de la littérature grise. Et voilà comment on a construit en fait ce travail autour de l'histoire de l'immigration.
Omar Taleb, si on revient un peu sur votre ouvrage, vous aussi, d'une certaine façon, vous avez révélé peut-être une forme de part d'ombre, même par exemple pour l'Orient, peut-être pas ombre, mais une présence invisible de la part de l'immigration de la ville, d'une certaine façon, en allant voir les gens, mais aussi, vous avez une riche iconographie, vous avez travaillé un peu sur les archives. Comment finalement tout ça s'est orchestré et qu'est-ce que vous aviez vraiment envie de montrer? Est-ce que c'est ça aussi que vous aviez envie de montrer? J'ai voulu montrer beaucoup de choses. Il aurait fallu 2 tomes ou 3 tomes. Oh, mais c'est pas fini, hein. Ouais. Non, moi, je suis pas écrivain. Enfin, je suis écrivain maintenant. J'ai fait un bouquin, mais je voulais laisser une trace de cette mémoire du oriental du pays de l'Orient, parce que l'oriental c'est ça. L'association que j'ai créée, elle est faite pour développer la connaissance des cultures, des musiques, des traditions du monde oriental, et à travers des manifestations culturelles, artistiques, du chant, de la photo, de la peinture, tout ce qu'on peut imaginer sur le plan artistique. Et donc je voulais en fait faire presque une petite compilation de ce que pouvait développer cette association. Donc au départ, je suis parti sur les témoignages. Donc il se trouve que mon témoignage est le premier. Je voulais pas le mettre, et c'est tous les gens qui quand je leur ai parlé, ils m'ont dit si, il faut que tu racontes ton histoire, ton immigration, comme quand tu es venu en France, etc. Parce que en fait, c'est difficile de retrouver des archives. Par exemple, il y a quelques archives de vous, enfants, de la maison que vous avez habitée, etc. Est-ce que c'était... Non, je les ai à la maison. Donc c'est des négatifs que j'ai. Donc ça c'est tout ce qui concerne. Vous n'avez pas été obligé de fouiller beaucoup dans la mémoire familiale. Non, parce que j'ai eu la présence d'esprit il y a quelques années de scanner toute l'iconographie qu'on avait à la maison. Et donc j'ai sur mon ordinateur toutes les photos des ancêtres et autres, toutes les vieilles photos où les gens posent avec des décors factifs, des drôles de décors avec des colonnes, des arbres dessinés, etc. Donc non, j'ai ça à la maison. Et puis quand j'ai demandé aux personnes de témoigner, donc j'ai été chez eux, et puis il a fallu gagner leur confiance. Ils me connaissaient pas, c'était pas si évident que ça. Et puis on les a vus 1 fois, 2 fois, et puis au bout de après, quand ils ont vu l'essence de ce que je voulais, et en fait ils se sont ouverts, et puis ils ont été chercher dans leurs archives, et puis ils m'ont offert toutes leurs photos de famille, leurs photos de voilà. Et voilà, donc en fait j'avais plus qu'à ramasser, c'est tout, et c'était simple, hein, mais simple. Il fallait gagner la confiance des gens pour voilà. Et raconter sa propre histoire pour faire raconter celle des autres. Et même il y a une des histoires, c'est elle termine justement par une phrase avec un secret. Et je révèle pas ce secret dans le livre, et je le révélerai pas aujourd'hui non plus, parce que c'est un contrat entre cette personne, c'est un contrat moral. Et donc à la fin, cette personne me dit bon, écoutez Omar, il y avait sa fille qui était là. Elle dit, je vous montrerai bien quelque chose, mais j'hésite, j'ose pas. Donc sa fille était, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et en fait, elle s'est levée, elle a été dans son petit placard, et puis elle a sorti une boîte en carton, et elle a ouvert, et puis dedans il y avait le journal intime de son mari, et qui était photographe pour l'armée en Algérie, et qui m'ont donné énormément de photos, qui sont là encore, j'en ai plein d'autres. On pourrait faire des expositions tellement il y en a. Je n'ai mis qu'une quinzaine, alors que j'en ai plus d'une centaine. Et en fait, elle a ouvert, et puis on a feuilleté ensemble, enfin, elle a feuilleté devant moi le journal de son mari, voilà. Et puis il y avait une histoire qui se racontait dans ce bouquin, et puis la dernière image était un dessin de son mari, et justement c'est ce dessin-là que j'ai pu voir, que j'ai pas photographié, qui n'est pas dans le livre, et c'est ce secret qui reste entre elle et moi.
Voilà. Donc toutes ces images, c'est des gens qui me les ont données. Tous les artistes, j'ai été voir les artistes du Pays de l'Orient, Rodolphe Lecor, j'ai été voir l'association Art Imagine, les graveurs, j'ai été voir et donc ils se sont ouverts, ils sont arrivés avec des cartons à dessin, avec des toiles, ils m'ont dit ça c'est pour toi, vas-y, etc. Donc voilà, j'ai été chercher les documents là où ils étaient, et puis les gens me les ont confiés vraiment. Voilà, et puis ils sont fiers d'être dans ce bouquin. Et puis même là ce que j'adore, c'est cette image là de la couverture du livre. Donc j'ai eu l'occasion, parce que je suis aussi photographe, de photographier le défilé du brodeur Pascal Jaouen de l'école de broderie de Quimper pendant le festival interceltique il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Et puis je lui ai parlé de mon projet et je lui ai demandé, je dis j'aimerais bien que vous me brodiez une calligraphie. Et Pascal Jaouen il m'a dit oui, il m'a dit d'emblée quoi. Et puis donc je lui ai présenté donc des calligraphiques, un des calligraphes est dans le bouquin là, et j'en ai présenté une douzaine. Et puis il a choisi celle-là, et il l'a brodée. Et puis c'est pas moi qui lui ai dit de choisir celle-ci ou celle-ci. Et il se trouve que dans cette image, on a en fait les couleurs de l'Orient et on a le L de l'Orient. Et c'est étonnant. Voilà. Et puis en fait, cette image, elle peut représenter la côte, elle peut représenter des embruns, elle peut représenter du Gouémont, un coucher de soleil. Voilà. Donc j'ai été voir les artistes, j'ai été voir les personnes, et puis voilà. Et donc ils m'ont fait cadeau de toutes ces choses. C'est comme ça que vous avez trouvé le titre du livre aussi? Alors le titre du livre, en fait, non, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Et il y a un article du regretté Lucien Gouron qui est décédé donc du Covid. Et donc c'est le titre de son article qui m'a offert. Et donc et je l'ai rencontré, mais il m'a dit Omar, tu m'as piqué mon titre, etc. Vous voyez que ça gouaille, etc. Mais il faisait ça en rigolant, mais puis en fait c'est Lucien Gouron qui a trouvé ce titre. Voilà. Encore un exemple effectivement d'aller-retour voilà. Et de mixité un peu des paroles. Et justement, pour Anne Mourillon, quand vous avez travaillé sur l'exposition, il y a eu donc une exposition au Musée de Bretagne en 2013 sur l'immigration, et justement, c'est aussi une grande partie du travail qui a été effectué par vous et les autres contributeurs et contributrices de cette exposition. C'était aussi d'aller vers des habitants. Il y a eu toute une démarche assez novatrice sur le fait de proposer aux habitants d'apporter des objets, de contribuer à cette construction de la mémoire. Oui, exactement. Enfin, cette exposition nous a pris 3 ans, en fait. Pas à temps plein, mais quand même, c'était un travail assez intense où effectivement, on a demandé. J'ai repris mes notes parce que il y a eu en fait 253 personnes qui ont apporté leur témoignage. Alors que ce soit en répondant au questionnaire sur la toile pour les émigrés bretons. Parce que je dois dire que l'exposition migration, elle portait sur les migrations des Bretons et l'immigration étrangère en Bretagne. Donc il y a eu un certain nombre de contributions en fait de la part des migrés bretons, mais aussi donc des immigrés qui ont confié leur histoire et leurs objets et qui ont pour certains accepté d'être photographiés et filmés. En fait, hein. Il y a eu plus de 50 associations dans toute la Bretagne et dans le monde entier, puisque les Bretons sont un petit peu partout dans le monde. Il y avait notamment exposé une valise d'un Breton qui avait fait le tour du monde. Ouais. Voilà. Donc c'est un travail contributif en fait, et le gros finalement de ce travail, ça a été justement de partir à la rencontre des personnes ici ou ailleurs concernées par l'immigration. L'idée aussi, c'était d'impliquer, je trouve que c'était extrêmement important, d'aller aussi chercher, d'embarquer en fait dans cette aventure les acteurs culturels et patrimoniaux locaux et aussi des élus, des associations intéressées par le projet, parce que l'idée étant aussi que
voilà, à travers ce projet d'exposition, on allait chercher aussi à diffuser cette démarche de travailler sur les archives, sur les sources de l'immigration en Bretagne. Et donc, on a fait un certain nombre de réunions aux archives départementales, notamment du Morbihan. Enfin, voilà, j'ai eu souvenir de plusieurs réunions très, très, très riches avec des contributions, en fait, d'acteurs locaux, que ce soit des institutionnels ou plutôt des personnes issues du monde associatif. Et tout ça est venu nourrir, en fait, l'exposition migration. Ce qui était intéressant aussi dans l'exposition migration, au-delà des conditions même de réalisation qui étaient exceptionnelles, hein, on a eu des moyens pour travailler, et ça c'est important de le dire. On a mis en place, le musée plus exactement, a mis en place en fait un dispositif de médiation, c'est-à-dire que à travers l'exposition, il est allé chercher un autre public en fait. C'était la première fois qu'ils testaient ça. Alors, bon, c'est peut-être pas important que je rentre dans le détail du dispositif, mais ça s'appelle les relais du champ social, inspiré par la mission Vivre Ensemble, qui a été mis en place au début des années 2000, en fait, par Ayagon, je vais y arriver. Et donc l'idée c'était de faire venir au musée en accompagnant en fait des personnes dites éloignées du champ social comme on les désigne, donc des gens en situation de précarité, isolement, etc., étrangers. Alors c'était intéressant aussi de faire venir des personnes concernées, ce ne seraient peut-être pas venues au musée voir l'exposition migration. Alors je me suis toujours un peu interrogée sur la suite. Est-ce que parce que le sujet portait sur l'immigration et potentiellement intéressait les habitants des quartiers populaires, dont font partie un certain nombre d'immigrés, est-ce que l'idée c'était, parce qu'il y a un sujet sur cette thématique-là, est-ce qu'on va aller chercher ces personnes-là, ou est-ce que on a lancé cette idée à partir de l'exposition migration, puis ça s'est poursuivi. Alors à ma connaissance, ça s'est poursuivi, donc c'est super que l'exposition migration ait généré finalement ce travail de médiation auprès de personnes qui sont peu habituées à venir au musée. Voilà ce que j'avais. Alors si, une autre chose que je tenais à dire, c'est que en fait, je vous ai parlé de l'étude Histoire et mémoire de l'immigration, donc sous l'impulsion, une impulsion à la fois politique et institutionnelle, finalement. Mais on avait, quand on a répondu à cet appel à projet, on avait aussi dans l'idée, avant même d'avoir réalisé l'étude, de la valoriser. Donc c'était voilà, on se projetait un peu dans comment on pourrait valoriser ce travail qui n'était pas encore réalisé, et on est allé voir assez vite en fait le musée de Bretagne, et qui s'est montré intéressé par le sujet. Ils avaient d'ailleurs, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, réalisé déjà une exposition sur Odorico, enfin voilà, sur le patrimoine local, mais vu sous l'angle de la présence étrangère. Et donc, ils étaient intéressés, mais ils nous ont posé une condition, c'était de travailler sur le versant émigration. C'est-à-dire, alors, ce sur quoi d'ailleurs, sur le fond et sur même un plan théorique, moi j'étais extrêmement intéressée par la démarche, parce que finalement, le phénomène migratoire, c'est à la fois l'émigration, c'est du point de vue du pays de départ, des conditions de départ, et puis c'est l'immigration, l'arrivée sur un territoire. Donc finalement, de regarder la Bretagne sous l'angle des mouvements de population, des déplacements de population, je quitte ou j'arrive en Bretagne, ça nous a fortement stimulés, et effectivement, il y a un certain nombre de chercheurs qui sont venus aussi contribuer à ce volet-là, finalement, de l'histoire des migrations en Bretagne, sous l'angle des émigrations bretonnes, qui certes étaient plus... il y avait déjà eu un certain nombre de travaux, mais il n'y avait pas tant de choses que ça, en fait. On aurait pu croire et en fait, il y avait de la littérature grise, et au même moment où, je crois, en 2012-2013, il y a eu un important ouvrage d'écrit sur le sujet, mais il y avait pas forcément grand chose. Alors il y avait par contre beaucoup d'associations qui commençaient un travail de mémoire autour de cette histoire-là des migrants, des émigrations bretonnes. Donc voilà. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ce qui a émergé de votre livre? C'est aussi que cette Bretagne, qui est aussi une péninsule,
Alors, on a parfois l'image des ports, de la façade maritime, mais c'est aussi une région, finalement, c'est aussi finalement une région de passage, une région de transit, davantage qu'on ne le pense. Même vous l'avez montré aussi dans votre livre en parlant de l'Orient et de Alors, sa place comme port. Si je dois, parce que je ne l'ai pas vraiment fait, mais on pourrait y revenir, mais si on revient sur vraiment l'histoire de l'immigration en Bretagne, en fait, pour nous, elle est plus tardive en fait que l'histoire de l'immigration en France, et c'est lié en grande partie à l'industrialisation relativement tardive de la Bretagne par rapport à d'autres régions de France. Et c'est vrai que tout cet aspect Bretagne ouverte sur le monde, de lieux de transit et de passage, la présence des ports, etc., on l'a plutôt traité sous l'angle, non pas de l'histoire de l'immigration, mais de l'histoire des étrangers, en fait. Parce qu'au fond, parler d'histoire de l'immigration, c'est de dire aussi combien ce phénomène de l'immigration, il est aussi structurant pour la société française. Structurant du point de vue démographique, économique, social, culturel, enfin bref, tous les éléments que j'ai cités tout à l'heure. Et parler de l'histoire des étrangers en Bretagne, avant cette histoire de l'immigration finalement, ben c'est parler plutôt d'histoire singulière, de personnalités qui ont marqué l'histoire de la Bretagne, ou dont on sait qu'elles sont passées en Bretagne et qu'elles ont laissé des traces. Vous voyez, alors, c'est complémentaire. Il ne s'agit pas d'opposer, évidemment, les démarches qui consistent à travailler sur l'histoire des étrangers en tant que personnalité singulière, et histoire de l'immigration qui est un mouvement plus collectif, plus général, plus contributif aussi à l'histoire de la Bretagne depuis... enfin, on peut quand même on peut dater parler. Un peu le fait que à partir du 19e siècle, on passe peut-être à autre chose que ça. Alors, pas pour la Bretagne, clairement pas. Et d'ailleurs, tout le début du XXe siècle est plutôt marqué par le mouvement inverse, qui est l'émigration des Bretons. Mais c'est vrai qu'à partir des années 60, et c'est pour ça que j'avais à cœur de montrer aussi ces traces, les quartiers, la construction de quartiers, les ponts, etc., c'est de dire qu'en fait, il y a eu un appel à la main-d'œuvre étrangère aussi au moment où la Bretagne a connu... elle avait vécu sa révolution industrielle, et c'était pas nouveau, mais voilà... construction des villes nouvelles, enfin le quartier du Blône, c'est une opération urbaine considérable en fait. Je crois que c'est le plus gros quartier qui à l'époque a été construit en France, hormis alors évidemment les villes nouvelles de la région parisienne. Donc l'arrivée en fait des immigrés en nombre, si on peut dire, remonte finalement aux années 60-70. Avant, c'est vraiment très, très faible. Vous voyez, tout à l'heure, je vous citais 800 Italiens dans les Côtes du Nord dans les années 20. Enfin voilà, on est sur des petits effectifs, mais pour autant, ils ont marqué l'histoire de la Bretagne. Omar Taleb, justement, pour revenir un peu sur le Festival de l'Oriental, donc on a dit qu'il fête ses 12 ans, si je ne me trompe pas, d'existence. En fait, des liens se sont noués, évidemment, entre les habitants de l'Orient, ceux d'ailleurs, tous les habitants à travers ce festival. Mais est-ce que la figure de l'étranger, quand on en parlait tout à l'heure, l'histoire des étrangers, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui reste, ou même les liens que vous avez vous-même avec les autres, est-ce que vous pensez, ou certaines personnes ont pu vous dire qu'ils se sentaient toujours étrangers sur cette terre? Il se passe quelque chose d'assez étrange quand j'ai créé C'est l'Oriental. Donc moi je suis maghrébin, donc né en Algérie, je suis à l'oriental d'adoption. Et quand j'ai fait C'est l'Oriental, donc c'est pour faire connaître ces cultures au pays de l'Orient. Et je rêvais pouvoir aussi intégrer les communautés kurdes, turques, algériennes, maghrébines sur l'Orient. Et il se trouve que j'ai pas suscité l'intérêt que j'imaginais au sein de ces communautés-là. Et à chaque fois que je faisais des concerts, donc c'était que des têtes blondes. Il y avait très très peu de. Et mais j'ai l'explication à ça. J'ai l'explication. Moi, les orientaux, ils font des fêtes fantastiques. Ils savent organiser des fêtes, ils savent organiser des méchouis, ils savent organiser, etc.
Et les mariages, c'est toujours, ça se déroule sur une semaine. Pour les mariages de riches, 3 jours, quand ils sont un petit peu moins. Mais tout de suite, c'est tout de suite plusieurs centaines de personnes et ils font la fête jusqu'à pas d'heure. Mais quand ils font cette fête, il faut que ce soit eux qui organisent. Voilà. Mais si quelqu'un d'autre organise pour eux, ils ont tendance à bouder. Mais voilà. Et puis il se trouve que au sein des Lorientales, dans le bureau, il n'y a pas un seul Maghrébin. Donc au tout début, il y en avait un, mais il a arrêté au bout de 2 ans, mais pour d'autres raisons. Mais c'est pas du tout. Mais voilà. Et comme quand on rentre dans un foyer maghrébin standard de base, il y a pas de bibliothèque, il y a pas de livres, il y a très peu de musique. Voilà, moi j'ai vécu, il y a pas de livres à la maison, il y avait la télé, c'est tout. Et puis, voilà, toutes le seul livre qu'on trouve dans tous, c'est le Coran, hein, pratiquement, et tout est écrit dedans. Quand on parle à un musulman de base, hein, je parle pas des islamistes comme on entend tout, voilà, le bon musulman, c'est j'ose dire, voilà, comme mes parents, donc des modérés qui vont à la prière, etc. Enfin, voilà. Et en fait, voilà, tout est dit dans ce livre. Tout est, voilà. Et donc, il dit pourquoi aller en acheter, pourquoi aller voir, pourquoi aller regarder, etc. En fait, voilà. Et donc j'ai pas réussi à bon, c'est pas une déception, hein, mais c'est un constat. Et bon, j'aurais voulu qu'on puisse se mélanger, faire les fêtes ensemble, etc. Bon, mais en fait, parce que on est dans un pays occidental, et puis c'est stéréotypé, c'est des festivals, etc. Tout machin, donc on se retrouve comme ça. C'est sûr que si je fais venir Cheb Khaled en concert, là, c'est sûr que je vais retrouver toute la communauté. Si je fais venir des rappeurs ou autre chose comme ça, là je vais. Mais en fait, il se trouve que j'ai jamais programmé. J'ai essayé de chercher d'autres choses que ces musiques-là. C'est pas une des musiques que je n'aime pas. C'est pas du tout ça. J'ai cherché à aller trouver des artistes peu ou pas connus. Voilà, pour faire découvrir au Pays de l'Orient, aux Lorientais, mais aussi aux Maghrébins du Pays de l'Orient. Donc bon, c'est un constat, mais voilà, mais je continue, hein, je continue. Ça va aussi, voilà, ça va évoluer également. Anne Morillon, justement, comment construire cette mémoire partagée, cette mémoire collective c'est pas forcément effectivement toujours facile. Non, et d'ailleurs, je voulais dire, hein, à la suite de ce que vient de dire Omar, c'est que en fait, je vous ai dit, il y a un grand nombre d'associations qui ont été sollicitées, hein, pour travailler sur l'exposition. Mais en fait, on a eu assez peu de succès aussi, hein, avec les associations dites communautaires. Et je pense que ça tient aussi et peut-être surtout à la manière dont on travaille, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on travaille avec un musée, même si ce musée... voilà, s'adapte, essaye de mettre en place d'autres méthodes de travail, etc. Mais bon, on fait les réunions au musée de Bretagne, voire dans les archives départementales. Enfin, alors, je pense qu'il y a une forme aussi de réticence liée à une forme de timidité aussi des personnes concernées qui sont pas, pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, finalement, une invisibilisation de l'immigration, une délégitimation aussi, hein, de leur présence, et puis la figure de l'immigré, qui est quand même une figure qui est très controversée, hein, qui est manipulée politiquement, etc., et qui fait que probablement que les personnes ne sont pas tout à fait légitimes, en fait, à participer à une entreprise de ce type-là, qui est une entreprise patrimoniale, mémoriel, mais aussi institutionnel, et c'est assez lourd en fait. Et je pense que il faut aussi s'interroger. Alors, je ne sais pas, mais je sais que par rapport à la manière dont on a travaillé, moi ça reste un petit peu quelque chose que je regrette finalement de pas être allé suffisamment vers ces associations. On les a sollicitées,
voilà, on a mis un pied dans la porte, mais c'était pas si facile que ça, et c'est un peu un petit regret par rapport à Strak, qui était super par ailleurs. On a bien travaillé avec plein de gens très différents, mais voilà. Et les associations avec lesquelles on a réussi vraiment à bien travailler, c'est les associations qui avaient déjà entrepris un travail de mémoire. Je pense aux Espagnols. Il y avait le cercle espagnol à Rennes qui avait déjà travaillé sur l'histoire des républicains espagnols. Enfin bref, là on sentait qu'il y avait, on parlait de la même chose, quoi. Parler de mémoire de l'immigration aux immigrés, mais au fond de quoi on parle, quoi. C'est vraiment pas si évident que ça, et c'est pas évident, c'est évident pour personne d'ailleurs. Mais voilà, donc moi je pense qu'on a aussi à s'interroger sur la manière dont on travaille, sur les méthodes qu'on met en place. Justement, il y a un autre projet, l'Encyclopédie des migrants, qui a travaillé peut-être un petit peu différemment, ou qui... Ouais. Alors c'est vrai qu'à la suite de ça, mais un petit peu dans la continuité, parce qu'on avait sollicité des associations, et notamment l'association à Rennes qui s'appelle l'Âge de la Tortue, un drôle de nom d'association qui a été créée il y a plus de 20 ans dans le quartier du Blône, le fameux quartier que j'évoquais tout à l'heure. Quartier du Blône, et donc c'est une association en fait qui travaille beaucoup sur le recueil de récits, de la parole, de l'écriture, etc. Et après on travaille à une mise en forme de cette parole et de cette écriture à travers un certain nombre de spectacles. Et donc l'Encyclopédie des migrants, c'est à l'initiative d'une migrée elle-même, et qui se revendique comme telle, hein, parce qu'on a le droit aussi de pas se revendiquer comme immigré, je pense que c'est important de le dire. Donc c'est quelqu'un qui se reconnaît dans cette figure de l'immigré, de l'étranger, donc qui est traversé par une forme de nostalgie, de difficulté aussi à vivre en France, même si c'est une immigrée d'Europe, hein, qui dit-elle n'a pas de problème d'argent, qui a une reconnaissance dans la société française, mais pour qui la condition d'immigré est quelque chose de compliqué. Donc elle est partie donc il s'agit de Paloma Fernandez Sobrino, qui est partie un peu de son intimité à elle, et de ce qu'elle a eu envie de questionner avec d'autres immigrés. Et donc ce projet, c'est un projet assez titanesque, puisque c'est un projet déjà européen, avec plusieurs villes de la façade atlantique, Brest, Nantes, Rennes, Rijon, Porto, Lisbonne, Cadiz, voilà, j'en oublie peut-être, mais c'est l'essentiel. Et donc, en fait, il y a eu une contribution en fait de migrants de ces villes-là, 8 villes en tout, où en fait l'idée c'était de leur demander d'écrire une lettre, alors de l'écrire à la main en fait, et pour raconter quelque chose de sa vie d'ici à un proche, une famille restée dans le pays d'origine. Donc, et alors, l'idée de l'encyclopédie, elle n'est pas anodine, puisqu'il s'agit, en fait, l'encyclopédie des migrants, le projet, c'est de réaliser une encyclopédie au sens matériel du terme. Donc, si vous allez au Champ Libre à Rennes, il y a un exemplaire de l'encyclopédie, il y a 3 tomes, je crois, de l'encyclopédie. Oui, et donc, en fait, il s'agit de rendre... Vous voyez, l'enjeu est politique, parce que en partant de l'intimité de cette immigrée, de cet artiste immigré, qui vit mal, finalement, sa situation d'immigré, et qui va à la rencontre d'autres, en fait, qui leur demandent, en fait, de raconter d'écrire cette lettre, il s'agit de venir, en fait, contribuer à la constitution d'une parole légitime de l'immigré à travers l'encyclopédie. Hein. Le travail encyclopédique, c'est le savoir légitime, légitimé par les institutions. Donc, en fait, elle a détourné, en quelque sorte, son acte artistique, son geste artistique, comme on dit, c'est vraiment de détourner l'encyclopédie pour y mettre des savoirs, enfin des expériences plutôt de migrants en Europe, qui racontent des choses parfois très dures, parfois plus légères, mais enfin voilà, qui racontent la condition de l'immigré finalement dans l'Europe du XXIe siècle, et consignée dans une encyclopédie. Et en plus, une encyclopédie qui est née dans une terre qui n'était pas une terre d'immigration, effectivement. Voilà, c'est intéressant. Enfin bon,
parce que oui, je trouve que et c'est un projet. Alors, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais qui a acquis une petite notoriété à l'échelle de la Bretagne et au-delà. Par exemple, le musée de l'histoire de l'immigration, j'en parle souvent parce que il est le seul à vraiment exister comme ça en France, et puis il a le mérite d'exister, même s'il y aurait plein de choses à dire sur ce projet-là. Et le musée a acquis en fait l'encyclopédie des migrants et l'expose dans l'exposition en fait permanente du musée. Donc il y a tout un enjeu, enfin ce que je disais tout à l'heure, finalement de reconnaissance d'une présence qui est finalement pas considérée totalement comme légitime, alors que cette présence immigrée en France et en Europe, elle a largement, comme je l'ai dit tout à l'heure, contribué à l'histoire du 19e et du 20e siècle, dans tous les domaines que j'ai cités. Voilà, donc je trouve que c'est un projet qui est chouette et qui est vraiment contributif. C'est-à-dire que, voilà, il y a comment, j'évoquais tout à l'heure des méthodologies de travail, ben vraiment, ils ont essayé d'avoir des relais locaux pour aller vers les gens. Enfin, voilà, il y avait un vrai, le processus est presque aussi important que l'œuvre en elle-même. Et ça, je trouve que c'est une contribution très riche et intéressante. Voilà. Omar Taleb, peut-être qu'un jour vous écrirez pour l'encyclopédie des migrants, qui sait. Moi, je vous demandais, voilà, il va y avoir une petite suite, il y a quelque chose qui est en train de se créer par rapport à votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, juste pour clore cette belle rencontre? Alors, il se trouve qu'il y a... Clore, je vous laisserai la parole, mais pour clore votre prise de parole. Et, avec les années Covid, il y a eu un coup d'arrêt pour le spectacle vivant. Donc les Lorientales n'ont rien créé au niveau du spectacle vivant en 2020, 2021, 2022. Et donc je dis mais il faut s'y remettre. Hein. Et en fait on va s'y remettre. Mais c'est pas venu de moi, c'est venu d'un metteur en scène qui m'a contacté et qui m'a dit bah ton bouquin Omar c'est une pépite. Il y a énormément de choses. Et donc, j'aimerais pouvoir l'adapter pour le théâtre. Donc, ce bouquin, on commence à y travailler. Donc, je crois qu'il y aura 7 ou 8 tableaux. Et donc, il y aura des comédiens sur scène qui vont... ces témoignages, les Maghrébins et les Maghrébines qui témoignent dans ce bouquin, donc, vont être joués sur scène. Il est en train de mettre ça en scène, donc ça c'est son boulot, et moi je valide ou je valide pas, voilà, mais je valide habituellement, et on est voilà, donc il y aura des musiciens sur scène également, donc il y aura un tableau par exemple les hommes immigrés, ça sera comme une émission de radio. Et donc il y aura un comédien, il y aura chaque personne, enfin il y aura des comédiens, et donc il y aura des jingles, il y aura une fois qu'il y a un tel sera interviewé, là qu'il y aura un plateau avec des musiciens à côté pour jouer en direct, et ça sera de la musique d'Orient avec des instruments orientaux, le kanoun, le oud. Il va y avoir des calligraphies et de la poésie dans ce bouquin, et donc il y aura une mise en scène autour de ces poèmes qui vont être ça va être des lectures théâtralisées avec des projections de calligraphie en direct avec ce calligraphe qui va venir. Donc il y aura, ça va être un spectacle choral qui va être créé pour septembre 2023. Donc voilà, le futur des Lorientales. Donc voilà, donc on va renouer avec le spectacle vivant grâce à ce spectacle et grâce à ce livre et grâce aux Lorientales. Voilà. Très bon projet. On a hâte de voir ça. Est-ce que vous souhaitez poser une question ou avoir une réaction par rapport à ce que nos invités vous ont raconté et expliqué? J'ai un micro. Qui veut se lancer? Pour l'instant ne veut se lancer? Moi, je vais en poser une. Ah. Je ne l'ai pas préparé. Donc... Oui. Bonsoir. Alors, je ne sais pas s'il est plus calé.
Par rapport à l'immigration donc vers la Bretagne, est-ce qu'il y a au niveau archives des choses concernant les relations avec tous les pays anglo-saxons comme l'Irlande, l'Écosse? Enfin, a priori, il y a des liens très forts entre la Bretagne et ces pays. Voilà, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, je vais répondre de manière un peu détournée pour dire ce que je sais, moi. C'est déjà la population étrangère en Bretagne la plus nombreuse sont les Britanniques. Hein. Alors déjà, c'est un élément, on croit, voilà, on ne pense peut-être pas, et ce depuis assez longtemps, en fait. Dans les archives, j'avais juste quelques éléments. Attendez, je vais retrouver ça. J'essaie de reprendre les. Ouais, c'est ça, Britanniques, puis les Turcs, les Marocains. Mais vous voyez, hein, les Britanniques avant les Turcs et Marocains, alors que dans les représentations en fait qu'on a de l'immigration, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, on n'identifie pas les Britanniques. Et même quand on a demandé à l'INSEE d'avoir des données un peu précises en fait sur la présence de Britanniques, eh ben on a dû payer parce qu'en fait, à l'échelle nationale, on n'identifie pas en fait les Britanniques, donc ils ont dû extraire des chiffres. Enfin, bref, donc je réponds, mais de manière détournée parce que je sais pas exactement quoi vous répondre sinon, mais en tous les cas, ça se concrétise par une présence immigrée de Britanniques importante et qui est aussi liée. Il y a eu pas mal de Britanniques à venir pour leur retraite, ou alors qui sont venus, et pas seulement en Bretagne, mais qui ont racheté des vieilles maisons au centre-Bretagne. Enfin, voilà, vous avez peut-être en tête comme ça des familles britanniques qui aussi ont contribué finalement à ce que un certain nombre de villages, finalement, c'est pas qu'ils étaient moribonds, mais enfin, ont contribué au dynamisme démographique de ces villages, etc. Alors, pour les raisons, les raisons, je les ai pas vraiment en tête et je pourrais pas vous le dire. Mais vous pourrez peut-être venir à une des conférences qui aura. Voilà. Est-ce que c'est un cycle? Ce sera l'objet d'une des conférences, plutôt au début d'année 2023. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un cycle de... Voilà, on s'attardera sur certaines des... Alors peut-être, en tout cas, c'est en projet. Et par ailleurs, je voulais vous préciser sur ce genre de choses. Sur le site de Bretagne Culture Diversité, il existe une sorte d'encyclopédie qui s'appelle BCDIA, une encyclopédie numérique. Et on va aussi demander à des auteurs de contribuer sur la présence étrangère en Bretagne. Là, en ce moment, il y a une chercheuse qui est en train d'écrire un article avec laquelle je travaille, sur la présence notamment des étrangers depuis le Moyen-Âge en Bretagne. Et là, elle a même fait un petit focus sur la présence des Espagnols à Nantes, qui sont arrivés pas en grand nombre, évidemment, on n'est jamais comme vous l'expliquiez, dans des grands nombres, mais mine de rien, qui s'implantent à Nantes par le commerce et qui ensuite, par le mariage, s'implantent très durablement jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours pratique de se marier, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être d'autres... Là, dans le bouquin, je parle du commerce du vin, mais je parle également du commerce des agrumes. Oui. Et le commerce des agrumes, justement, ça m'y a fait penser. Et en fait, c'est un commerce qui est venu des Majorquins, des îles Baléares, et qui sont venus ici. Il y a une communauté, et la personne avec qui j'ai travaillé sur l'importation des vins d'Algérie, il s'agit de monsieur Mayol, et ce monsieur Mayol, il est originaire de l'île de Majorque, et il est venu, son arrière-grand-père, donc il m'a montré les photos dans le bouquin, et donc à Lorient, ça s'appelle les caves espagnoles. Et donc c'était un épicier, et puis et c'est lui qui à Lorient, donc il était un des dépositaires de ces vins d'Algérie. Puis il n'était pas le seul, mais il a commencé. Et surtout il y a ce commerce des agrumes, et il m'a parlé justement de ces Majorquins qui venaient sur Nantes et ensuite qui venaient sur Lorient. Donc il y a ces... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou ça peut être des contributions aussi. Si vous avez quelque chose à ajouter, justement.
N'hésitez pas à vous lancer, y compris si vous avez des expériences à faire part. Ou... Moi, peut-être j'en ai une plus personnelle, Omer Taleb. Je voulais vous demander quel lien vous gardez avec votre pays d'origine alors que vous êtes parti à 2 ans, à l'âge de 2 ans, je crois. Et je voulais savoir comment on vit justement tout cela quand... Quasiment toute ma famille est en France. Donc, je suis le seul à être arrivé en Bretagne. Ils sont tous restés dans la région parisienne. Donc, voilà. Donc, cousins, cousines sont dans la région parisienne. Et quelques-uns sont restés en Algérie, mais les plus proches sont dans la région parisienne. Et quant au pays, quant à l'Algérie, j'y étais quand j'avais l'âge de 10 ans. Après, j'ai plus remis les pieds jusqu'à 2017. Alors, j'ai pas voulu remettre les pieds entre 18 ans et 25 ans. J'étais étudiant en médecine parce que il y avait ce service militaire qui faisait que vous étiez bloqué là-bas pendant 2 ans. Et donc ça, je voulais pas de ça. Et puis, je suis français en fait depuis que je suis à Lorient. Avant, j'avais une carte de séjour. Et donc, pour pouvoir travailler à l'hôpital de Lorient, je pouvais pas travailler à l'hôpital de Lorient en étant étranger. Donc, il fallait que je me naturalise. Mais avant, donc, j'étais... voilà, ces cartes de séjour. Et donc, je ne pouvais pas retourner là-bas. J'étais obligé de retourner régulièrement au consulat pour pouvoir renouveler ma carte d'identité, ma carte d'immatriculation, autre. Mais si j'allais là-bas et que j'avais pas fait mon service militaire, je me retrouvais coincé et puis voilà. Donc j'ai pas mis les pieds pendant un paquet de temps. Après, il s'est trouvé qu'il y avait les années noires dans les années 90 et là dans ce bouquin, donc il y a un témoignage justement d'une femme lorientaise qui vit actuellement ici et qui est partie d'Algérie juste avant. Et donc elle raconte comment ça commençait comme une tache d'huile et tous ces attentats. Donc c'était dit faut surtout pas que j'y mette les pieds là-bas. Et puis après après j'ai fait ma vie ici, etc. Et il se trouvait que j'ai eu cette opportunité avec mon épouse qui a une amie qui était en travail. Qui travaillait là-bas en Algérie en 2017 et j'ai pu y remettre les pieds grâce à elle. Et puis donc, mais quand je me suis retrouvé là-bas en Algérie en 2017, ce qui était étonnant, et comme je parle quand même l'algérien, j'avais l'impression de l'avoir quitté la veille et que quand j'étais je me retrouvais au milieu des gens, etc. Vous êtes senti tout de suite à nouveau à l'aise. Ah oui, complètement à l'aise. Donc les liens ils sont très ténus en fait. Hein. Mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire l'oriental en fait. C'est pour recréer ces choses-là, pour retravailler. Donc c'est peut-être une histoire personnelle, je sais pas. Peut-être le psychanalyste il analysera ça. Pourquoi pas. Et pour vous, Anne Morillon, est-ce que vous aimeriez que cette histoire de l'immigration en Bretagne, donc écrite il y a plus de 10 ans là pour le coup, tout juste, est-ce qu'elle pourrait avoir une suite ou est-ce que cette recherche pourrait s'étoffer encore davantage ? Ah, mais c'est absolument certain. C'est une pierre à l'édifice, hein. C'est une contribution. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'il est en partie construit sur la base de travaux précédents. Alors là, pour le coup, il y a eu quand même plein d'études, plein de mémoires consacrées à ce sujet-là, tant par des étudiants en histoire, en sociologie, anthropologie, sciences politiques, travail social. Enfin, voilà, il y a plein de contributions et aujourd'hui encore, le problème c'est qu'il faudrait continuer en fait de faire cette somme et d'essayer de compulser tous ces travaux pour faire ça ou autre chose. Mais voilà, donc je trouve quand même que la période actuelle, alors à la fois il y a beaucoup de recherches sur l'immigration, ça devient un objet légitime, l'immigration. Contrairement, moi, quand j'ai commencé ma thèse,
C'était au milieu des années 90, ça date déjà. On n'était que quelques-uns en fait à travailler sur ce sujet-là. En fait. Alors moi, je travaillais plus spécifiquement sur la naturalisation. Vous avez dit ça tout à l'heure. La naturalisation, donc comment des étrangers demandent et obtiennent la nationalité française. On était quelques-uns. C'est donc devenu un objet de recherche légitime. Alors quand je dis légitime, c'est qu'il y a des postes à l'université, etc. Enfin, ça passe par ça aussi, la légitimité d'un objet. Après, en Bretagne, j'ai du mal là aujourd'hui à identifier en fait les chercheurs que ce soit des historiens, des sociologues, qui travaillent à cette histoire-là. J'ai l'impression que la décennie, enfin voilà, cette période 2005-2015 était vraiment une période très intéressante de ce point de vue-là, que c'est un peu retombé quand même. Les initiatives. Alors, en même temps, si on regarde au-delà de la recherche, si on regarde les films documentaires, par exemple. Il y a quelques années, j'étais militante au sein d'une association Comptoir Doc à Rennes qui notamment proposait un cycle de films sur l'immigration. Quand on a commencé cette série de films, on peinait un peu à trouver des films. Alors évidemment, c'était pas que sur la Bretagne, parce que là, on en aurait eu que quelques-uns, 2, 3. Voilà, on peinait un peu à en trouver. Et puis, on a mené cette opération de programmation de films sur l'immigration pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'à la fin, on avait vraiment le choix, quoi. Il y avait plein de choses. Donc, je pense, en tous les cas, cette période, elle a permis de faire naître plein d'initiatives, mais du côté du théâtre aussi, on évoquait le théâtre tout de suite, il y a pas mal de choses maintenant, quand on regarde la création artistique, il y a beaucoup de choses sur l'immigration, ou sur cette thématique de l'étranger, de l'exilé, du réfugié, les photographes, enfin bref, il y a énormément de choses. Après, moi, mon problème, c'est quand même de me demander si ça fait avancer, comme dirait l'autre, le schmilblick, quoi, parce que en fait, on est aussi face à un problème majeur qui est que, c'est classique, on ne va sensibiliser que les personnes, que ce soit à travers la recherche, mais aussi un certain nombre de projets qui peuvent être mis en œuvre autour de la question de migration. On va aller toujours sensibiliser les gens qui sont déjà convaincus ou plus ou moins convaincus que de toute façon l'immigration n'est pas un danger pour notre société. Voilà. Comment faire pour vraiment travailler en profondeur cette question des représentations que l'on a de l'autre, de l'étranger. Il faut aussi, c'est ce travail de mémoire qui suppose aussi de revenir sur l'histoire coloniale, etc. Enfin bref, c'est quand même un travail qui est lourd. Et je trouve qu'il y a eu un élan dans les années. Ouais, je trouve que quand même, et des fois les institutions, elles ont quelque chose de positif dans leur, y compris du côté de la recherche. Il y a eu une vraie impulsion, quoi. Et puis, j'ai l'impression que c'est un petit peu retombé quand même. Et quand on voit qu'il a fallu 7 ans pour que la Cité nationale d'histoire de l'immigration soit inaugurée par le président, en fait, la Cité a été ouverte en 2007 alors que Sarkozy devenait président de la République. Il n'a jamais inauguré ce musée. Il a été inauguré 7 ans après par François Hollande, et c'est devenu un musée national avec tout ce que ça implique du point de vue de la reconnaissance des financements, etc. Mais voilà, il y avait à la fois ce mouvement de reconnaissance de l'immigration, et puis quand on regarde du côté du traitement des étrangers, du traitement juridique des étrangers, du droit d'entrée et de séjour des étrangers, c'est à ce moment-là aussi où ça s'est beaucoup dégradé en fait. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, la société française vis-à-vis de l'immigration, elle est vraiment ambiguë en fait. Elle est vraiment, à minima, elle est ambiguë. Parce que il y a quand même ce travail de reconnaissance qui est engagé, dont j'ai dit qu'il y avait un consensus politique, en tous les cas à l'époque. Là, je suis pas sûre, par exemple, que tout le monde serait d'accord. Enfin, vu la tournure que prend la vie politique française, je suis vraiment pas sûre qu'on pourrait, si ce musée n'existait pas, le mettre en place aujourd'hui, dans le contexte actuel. Donc, en fait, moi, je suis pas... C'est un discours un petit peu pessimiste, c'est pas mon habitude, mais voilà, je reste un peu dans l'expectative de ce que tous ces beaux projets que l'on mène, en quoi ça va venir vraiment travailler en profondeur
Alors je pense qu'il y a des choses qui travaillent, il y a des choses, mais c'est tellement clivé de ce point de vue-là la société française que je me dis mais comment est-ce qu'on va réussir à sensibiliser, toucher les personnes qui et je me dis voilà le registre de l'intime par exemple quand on part de son histoire individuelle qu'on va aller toucher les gens vraiment du côté des histoires familiales etc. On peut essayer de trouver du commun en fait il s'agit vraiment de raisonner voilà je trouve que c'est des mouvements qui sont positifs en tous les cas mais voilà je reste quand même très circonspecte sur J'espère qu'on va pas finir sur une note trop non justement c'est pour ça qu'il faut avis aux jeunes chercheurs d'ailleurs qui ont oui envie moi je voudrais quand même parler de ces jeunes femmes comme Alice Zéniter ou son nom Slimani qui sont donc issus de couples mixtes et donc qui a tout ce métissage et c'est là où je trouve que se trouve la force, et toujours dans la culture, dans la musique, et c'est comme ça qu'on y arrivera, je pense. Et moi, j'ai grand espoir. Moi, j'ai été émigrée dans l'autre sens, je suis revenue à Lorient après 50 ans d'absence. Ah ben voilà, ça va, c'est ce que vous expliquiez, ça va dans les deux sens. Et donc, je trouve que, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les couples mixtes? Parce que moi, j'ai vécu 12 ans au Maroc, et on rigolait parce que chaque fois qu'il y avait un couple mixte, elle était bretonne. Et il y avait beaucoup de rapports. En fait, il y avait couple mixte plus homme, un Marocain épousant une Française. Et donc, on riait parce qu'on se disait, c'est étonnant, quoi. Et là, il n'y a pas d'études. Si, il y a eu des travaux sur les couples mixtes, je pense aux travaux de j'ai oublié son prénom, mais Néran, c'est Gérard Néran, je sais plus, enfin bref, il a fait beaucoup de choses en sociologie de la famille, en fait, sur les couples mixtes aussi. Il y a eu pas mal de travaux à partir des années, début des, enfin, je vous dis, la reconnaissance d'histoire de l'immigration, c'est récent, mais par contre, des travaux, notamment d'anthropologie, sociologie, sur l'école, puisque finalement, à partir des années 70, il y a eu l'arrivée des familles aussi, avec le regroupement familial. Et là, en fait, il y a eu aussi le démarrage de travaux intéressants sur l'école, sur la scolarisation, sur la réussite. Il y a eu beaucoup de travaux sur la réussite scolaire des enfants immigrés, qui disent tout et son contraire, d'ailleurs. Enfin, voilà, il y a vraiment... Bon, il y a des choses... Alors bon, c'est vrai que je ne suis pas très, très optimiste, mais je crois quand même beaucoup à l'art, la littérature, le spectacle vivant, la musique. Je crois que c'est ce qui nous reste d'une certaine façon et qu'il va falloir... Oui, le musée des arts premiers, par exemple, il y a une valorisation de toutes ces cultures. On vient tous. Donc, parce que la Bretagne est faite aussi... oui, d'accord. Qui sont venus d'ailleurs. Moi, je pensais qu'on allait plus en parler depuis le Moyen-Âge, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Il faudra venir au futur. Voilà, on est obligé de fragmenter un peu les conférences. Le sujet est tellement énorme qu'on va traiter un peu sujet par sujet. Mais justement, il est temps pour moi de clore cette rencontre. Je vous remercie beaucoup à tous deux d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Et puis... Et merci à vous aussi, public, d'être venu également. Je voulais juste vous préciser, si vous vouliez revenir, que la prochaine conférence, là pour l'instant on a gardé un thème un peu flou, pas flou mais pas forcément assez large, sur l'immigration plutôt au XXe siècle, donc quelque chose de plus large là-dessus. Et puis le 2 décembre, ce sera sur l'exil des Bretons en Amérique. Donc voilà, avec là aussi en général deux personnes qui sont invitées à chaque fois. Eh bien, je crois que c'est tout. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.